serait de voir les élections présidentielles et législatives être organisées avant novembre 2016, ça c'est sûr. Mais le même journal note que Kobler et Dumont de l'Union européenne ont épinglé 3 obstacles à ces élections: le budget, le calendrier, les fichiers électoraux. Alors beaucoup de questions, les consultations vers les dialogues pour déboucher à quoi? On en parle dans Ça fait débat avec des invités, pas des moindres. Ils sont tous honorables, des députés nationaux et provinciaux qui sont sur ces plateaux. Bienvenue à vous, honorable Jolino Makelele. Vous êtes député provincial de Kinshasa et porte-parole de l'UNC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À vos côtés, l'honorable Chris Pengoy. Vous êtes également député national de la majorité de Rudek, élu de Mbujimayi au Kasaï oriental. Bienvenue. Merci beaucoup. Et face à vous, c'est l'honorable François Nzekouye, député national, il est du PPRD. Vous êtes donc de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci. Et nous sommes en attente de l'honorable Paul Mouindo, député national. Il est du RCD-KML, donc parti de l'opposition en République démocratique du Congo. Alors, la première question que je vais vous poser, je vais commencer avec vous, François Nzekouye. Oui, les consultations pour déboucher au dialogue, c'est encore en suspense. Ça dépend peut-être des conclusions, de tout ce que le président aura attiré, de ce qu'il a entendu ou reçu de ses invités. Les consultations, pourquoi selon vous? Les consultations d'abord parce que le chef de l'État, depuis sa prise de pouvoir en 2001, a été un homme de dialogue. Vous vous rappellerez des dialogues qu'il a réunis à Sun City et avec les différents belligérants. Nous étions en période de guerre à ce temps. Mais juste après les élections de 2006, il s'est réuni encore avec un autre belligérant, les CNDP, les différents groupes armés à Goma, pour pouvoir dialoguer. Après les élections de 2011, encore une fois, à Kampala, il y a eu dialogue avec les M23 et d'autres forces vives de la nation. Plus tard, il y a eu les concertations nationales qui ont réuni une bonne partie de la classe politique, opposition majorité, comme société civile. Et donc là, face à un débat qui a élu domicile dans la maison Congo au sujet des élections, il a semblé bon consulter pour pouvoir avoir un consensus sur la manière dont nous devons aller aux élections. Et vous venez de les rappeler, les représentants de la communauté internationale ont épinglé 3 questions, mais l'opposition et la société civile en ont épinglé d'autres. Et donc, ces questions-là, on les pesant d'or, il faut qu'on en débatte. Mais on ne peut pas demander à la CENI d'échanger ni son calendrier, ni les fichiers électoraux, sans qu'il y ait un consensus politique au niveau de la classe politique. L'opposition a déposé à son temps un calendrier dit réaliste et raisonnable. Et c'est son opinion à lui. Cette opinion-là n'engage pas la majorité, n'engage pas la société civile. Et donc, les débats est dans la rue. Il fallait l'amener au palais pour que les responsables, les décideurs puissent s'asseoir ensemble et décider de quelle manière nous allons vers les élections. Et donc, c'est quelque chose non seulement d'opportune, mais voulu d'abord par l'opposition. Je vous rappellerai que pendant qu'on avait les concertations nationales, il s'est mis en marche une coalition dite pour le vrai dialogue, signée par une très bonne frange de l'opposition. Par la suite, en décembre de la même année, l'opposition UDPS a plutôt voulu un format majorité UDPS. C'est le format dans lequel il met les autres opposants dans le même sac que la majorité présidentielle. Et donc, vous comprenez que ce désir de dialoguer est un désir commun de tous les peuples congolais. Et il est donc étonnant aujourd'hui que certains demandeurs qui ont crié sur le toit de nos maisons pour réclamer un vrai dialogue, j'ai les signataires avec le document qui est en face de moi, vous retrouvez tous ceux qui sont devenus pourfendeurs d'un éventuel dialogue aujourd'hui. C'est donc... Est-ce qu'ils n'ont pas raison, vous allez vous compléter tout à l'heure, n'ont pas raison comme ces analystes qui disent les débats qui étaient à la rue, vous l'officialisez. Vous l'avez amené au palais, et encore quel palais?
le palais de la nation. Alors, vous tous, vous ne voulez pas porter le chapeau d'un quelconque glissement ou d'une non-organisation des élections, surtout présidentielles et législatives, avant 2016. C'est ça le problème? Non, je ne crois pas qu'il y ait risque de non-organisation des élections présidentielles et législatives en 2016. Par contre, ce que les gens craignent, c'est de dire que si on met beaucoup d'argent dans les élections locales, municipales et provinciales, nous risquons de ne pas avoir l'argent pour organiser les élections présidentielles et législatives nationales. Et il revient à qui de déterminer quelles sont les élections les plus importantes. Parce que pour mon frère qui vit à Rutshuru, combien de fois a-t-il vu les chefs de l'État? Combien d'États sent-il les actions du chef de l'État dans son vécu quotidien? Il a besoin d'avoir des élus locaux qui sont proches de lui pour l'administrer, qui les représentent. C'est une thèse. Mais aussi, il est vrai qu'il y a quand même un arriéré électoral important par rapport aux députés provinciaux, qui sont mon frère en face, qui sont les sénateurs, qui sont les gouverneurs des provinces. Ah, ils sont déjà dans le glissement. Qui viennent, ils ont glissé, et même ils sont tombés dans les ravins des glissements, parce que ça fait 3 ans qu'ils sont là sans avoir été réélus. Et donc nous risquons de les rattraper, nous qui sommes les élus de 2011, arriver à fin mandat, et eux, ils sont toujours là. Et cette question ne semble pas émouvoir qui que ce soit. Et donc nous disons qu'il faut qu'on arrête une stigmatisation ou une fixation vis-à-vis de la fonction du chef de l'État. Elle est importante, elle est fondamentale dans un État, mais autant nous avons accepté aujourd'hui que nous soyons dirigés au niveau de province par des personnes qui ont été élues il y a longtemps, qui ont glissé, que nous ayons un Sénat qui continue à voter des lois en même temps que nous qui venons d'être élus, ça ne devrait pas, en théorie, être une préoccupation majeure pour le bon fonctionnement de l'État. Ça reste une préoccupation majeure de ceux qui croient que quand Kabila va sortir, ce sont eux qui vont le remplacer, comme si la majorité n'a pas la capacité de présenter quelqu'un pour succéder à Kabila et que le régime persiste au-delà de Kabila. D'accord, honorable. On va revenir à vous tout à l'heure. Honorable David Jolino Makelele, vous êtes porte-parole de l'UNC. Vraiment, quand même la communauté internationale propose déjà ce qu'on appelle des bons offices pour les dialogues, l'UNC est toujours réticent? Oui, avant d'en arriver là, j'ai entendu pas mal de choses de la part de l'honorable Zékouye. Il nous dit le dialogue, c'est notamment consulter en vue d'aller aux élections apaisées, que le débat était dans la rue, relatif aux élections, qu'il fallait le ramener au niveau quasiment officiel, donc des prérogatives du chef de l'État, qu'il y avait une CVD, qui avait une position qui a changé, et qu'il revient naturellement au président de la République de décider quel type d'élection organise. S'agissant du débat qui était dans la rue, moi je veux vous dire que le débat, il était dans la rue, c'est-à-dire que le peuple s'en est accaparé. Et Dieu merci, parce que nous ne faisons pas dans l'opposition une politique, j'allais dire, de carcan. Nous, quand nous prenons une position, nous nous assurons aussi que le peuple soutient cette position. Il faut quand même recadrer les choses. Nous étions pour ce qui est du principe même du dialogue. Quand nous nous demandions un dialogue inclusif, le vrai dialogue, qu'est-ce que nos amis de la majorité nous avaient répondu? C'était les concertations. Et ces concertations-là n'ont rien, c'était pour nous un congrès pépère des bis, dont les formats, les participants étaient déterminés unilatéralement par le président de la République. Ces concertations ont accouché d'une souris, enfin d'une grosse souris. 650 résolutions, dont 100 étaient jugées prioritaires à appliquer immédiatement, et dont, après des comptes, on vous dira qu'il n'y a même pas 20% qui étaient appliqués. Et il fallait un gouvernement d'union nationale, on les a laissés faire. Et il faut retrouver maintenant les génériques de certains journaux télévisés, l'ouverture de certains journaux télévisés pour voir comment on a encensé ces concertations. C'était le sésame. Eh bien aujourd'hui... c'est normal, c'était les sujets d'actualité de l'heure à l'époque. Oui, mais même aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a certains journaux télévisés qui ouvrent par ce biais-là. Donc la solution était toute trouvée. Et puis patatras,
il s'avise maintenant à solliciter un dialogue tel que nous, non seulement... Il sollicite ou il répond à votre demande? Non, mais vous savez, nous sommes en politique. Quand ils ont vu que ça ne marchait pas, que le peuple dans la rue leur a donné une réponse par rapport à toutes les manœuvres qu'ils étaient en train de faire, première manœuvre, la fameuse concertation en vue de modifier la Constitution, ça n'a pas marché. Le fameux livre de Bochab, ça n'a pas marché. On revient au recensement, ça n'a pas marché. La loi électorale, ça n'a pas marché. Le peuple a accepté de donner de son sang dans la rue. Ils ont compris que ça ne marchera plus. Et le dernier, c'était le coup du calendrier électoral global qui a été sorti, mais assorti des contraintes telles que on voyait que nos frères n'ont pas voulu organiser ces élections. Et pour cause, quand on voit le découpage qui est couplé à ces élections, quand on voit l'absence de financement, je rappelle quand même que, et ce ne sont pas les députés nationaux qui vont me contredire, que la CNI, quand elle a demandé en 2013, on a programmé 239 millions disons prévus et acceptés par le Parlement. La CNI, le gouvernement n'a décaissé que 28 milliards. En 2014, sur 246 milliards, le gouvernement n'a décaissé que 56 milliards. Là, c'est en franc congolais, le franc français. Oui, en franc congolais. Et donc, quand vous voyez tout cela, on a prévu 245 millions en 2015, il n'y a même pas 70 milliards. Donc, ils ne sont pas dans la volonté, dans la logique d'aller aux élections. Non. Ce n'est pas un problème qui est global, que vous-même aussi, l'UNC, vous devez comprendre. Il y a cette contrainte budgétaire que même la communauté internationale vient de reconnaître. Mon cher ami, vous n'entendez pas le Premier ministre de ce gouvernement vous encenser avec les chiffres mirobolants de sa gestion. Vous n'entendez pas ça? Moi, j'entends ça. Vous voulez maintenant les voir aux élections? Mais messieurs, gouverner, c'est prévoir. En vertu de la LOFUP, la loi relative aux finances publiques, le budget est réputé pluriannuel. C'est depuis 2012, c'est-à-dire depuis que Matata est là, qu'il sait que ce gouvernement, en 2011, devait organiser des élections. Et donc, voilà, la réponse, c'est quoi? En 2013, voilà ce qu'il met, 28 milliards. Donc, il n'y a aucune volonté. Ma question, maintenant, on aura répondu non. Maintenant, la communauté internationale veut accompagner ces dialogues, s'il y aura dialogue. Toujours l'UNC réticente? Non, il faut quand même aller plus loin, en profondeur, avant d'en arriver là. C'est-à-dire que c'est parce que le président Kabila et sa majorité sont bloqués, c'est-à-dire toutes les initiatives qu'ils ont prises en vue de faire le glissement, c'est-à-dire d'amener son pouvoir au-delà de 2016, parce que ça ne marche plus, qu'ils veulent maintenant créer les conditions pour le dialogue. D'ailleurs, les élections qui sont prévues là... J'aimerais que vous soyez clair pour les milliers qui nous suivent. Bloquer comment? Un gouvernement qui dit qu'il veut organiser les élections et dont les provinciales sont déjà en cours, ils sont bloqués comment? Mais vous ne savez pas, demandez à l'honorable Zékoulé, de quoi on veut parler au dialogue? De quoi? Non, nous disons ceci, chers téléspectateurs, nous sommes respectueux de notre Constitution. Cette Constitution donne des pouvoirs à des institutions bien déterminées. C'est à la CNI d'organiser les élections, c'est à la CNI de prévoir les élections et c'est à la CNI de demander l'argent qu'il faut au gouvernement pour faire ces élections. C'est à la CNI de dire qui va être électeur. La CNI a décidé que les jeunes de 18 à 22 ans ne peuvent pas voter, libre à elle, violant ainsi les dispositions constitutionnelles de l'article 5, mais c'est au gouvernement. Là, ça, c'est l'institution d'appui à la démocratie, CNI. Pour les élections. Mais quand la CNI... Il faut préciser aussi, n'évitez pas de le dire, un organe technique. Oui, mais quand la CNI demande l'argent parce que les gens nos voisins du pouvoir disent qu'ils veulent organiser les élections, quand la CNI demande l'argent et qu'on leur donne des miettes, ça veut dire quoi? Que la CNI ne sera pas en mesure d'organiser les élections. Ma question... Après coup, alors ils vont dire non, il faut dialoguer. Non, laissons l'institution CNI faire son travail comme il a déjà commencé à le faire en nous invitant, en acceptant... Vous êtes en train de dire, vous, pas de dialogue, la route vers les élections? Non, c'est-à-dire qu'il y a des institutions. L'institution qui sort l'argent, c'est l'institution gouvernement. L'institution qui fait les lois dont la CNI a besoin, c'est le Parlement. Vous ne répondez pas à ma question. Le dialogue portera sur quoi? De la communauté internationale. Dites-nous, le dialogue, il portera sur quoi? Okay, si c'est béni, est-ce que c'est pas le dialogue ne va pas produire des armes ni des munitions? D'accord. Le dialogue ne va pas impacter
la CENI. Sinon, vous violerez les dispositions. Et qui est le garant de la Constitution? Sinon, le président de la République. Je pose cette question tout à l'heure à l'honorable Crispin, il est de la majorité présidentielle. Les dialogues, au fait, vous allez parler sur quoi? C'est comme si tous ceux-là qui viennent rencontrer ou ceux-là qui ont rencontré le président Joseph Kabila ne lui posent pas cette question. Les dialogues vont comporter sur quoi, au fait? Merci beaucoup, Mathieu. Vous savez que quand on se met autour de cette table, c'est pour qu'on puisse parler de choses sérieuses qui concernent notre pays. Vous savez, dans ce pays, il y a maintenant un jeu politique qui s'installe, un jeu de ping-pong. C'est-à-dire quoi? On veut faire ceci, non, nous ne voulons plus ça. On veut faire ceci, nous ne voulons plus ça. Ce qui m'étonne, que je considère d'ailleurs irresponsable, c'est le fait que dans ce pays, tout le monde a sollicité le dialogue. Tout le monde, sans exception. Tout le monde. Aujourd'hui, le chef de l'État, garant de la paix, le chef de l'État, responsable de la République, numéro 1, il s'est dit, comme nous allons aux élections, puisque nous sommes en train d'aller aux élections, comme nous allons aux élections, il ne faut pas qu'il y ait encore des contestations. Nous n'avons pas besoin des gens qui, lorsque nous allons aller aux élections, que les gens puissent contester, puissent dire ce n'est plus ça, ça doit être comme cela. En termes de résultats ou de procédures, de contraintes de tout, parce que dans ce pays, qu'est-ce qui commence à se passer, Mathieu? Quand nous allons aux élections, il y a les gens qui se considèrent déjà perdants à l'avance. En se considérant perdants à l'avance, ils se mettent déjà dans une peau pour dire commençons à contester pour que nous ne puissions pas recevoir le résultat qui viendra après les élections. C'est ainsi que le chef de l'État s'est dit non, si tel est le cas, tout le monde venait. D'ailleurs, lui-même l'a toujours dit, que j'ai toujours ma main tendue. Tout le monde venait, que nous puissions débattre, que chacun parle des problèmes qui le chagrinent. Au lieu d'aller crier ces problèmes dans la rue, au lieu d'aller crier à la télévision, le cadre est là, vous venez pour que nous puissions en parler. De telle manière que lorsque nous allons aux élections, que tout le monde s'incline devant le verdict des urnes. Il ne faut pas que lorsque nous allons aller, vous allez vous mettre à contester. Voilà pourquoi, en toute responsabilité, ce qui est d'ailleurs les prérogatives du chef de l'État, il est le chef de l'État, il a ses prérogatives constitutionnelles qui lui demandent de réunir les Congolais quand il veut, lorsqu'il estime qu'il y a un problème. C'est que les gens craignent, et l'opinion, c'est à vous d'éclairer l'opinion, vous êtes députés nationaux. Est-ce que ces dialogues pourraient déboucher à un quelconque gouvernement de cohésion nationale, une transition qui signifierait, entre guillemets, glissement? Mathieu, on ne peut pas le prédire maintenant. Pourquoi? Puisque dans ces dialogues, c'est toutes les couches de la classe politique, les couches de la société civile qui vont se retrouver dans ces dialogues. Ce qui sortira de ces dialogues, c'est le fruit des raisonnements de toute cette classe qui va se retrouver. Donc, si cette classe qui représente pratiquement la population congolaise décide que ça débouche à un gouvernement, et ça va s'exécuter. S'il décide que ça ne débouche pas, ça va s'exécuter. Donc, il ne faut pas qu'on puisse se mettre à l'écart aujourd'hui pour crier tout haut qu'on ne veut pas de ce dialogue. Mais si vous ne voulez pas de ce dialogue, vous voulez de quoi? À ce moment-là, il faudrait qu'on mette notre population qu'on le prenne en témoin pour dire que voilà, donc il y a des gens qui ne sont là que pour déranger. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas là pour travailler pour ce peuple. Puisque vous avez réclamé les dialogues, on vous l'offre, vous ne voulez plus de ces dialogues. Donc qu'est-ce que vous voulez en concret? Là, on ne comprend pas. Il faudrait que tout le monde vienne dans ces dialogues. Et puis, il faut être respectable. Le chef de l'État est chef de l'État pour tout Congolais. Quelle que soit votre opinion, quand il vous invite, vous avez l'obligation de répondre. Est-ce qu'on est obligé de répondre? En tout cas, vous avez l'obligation de répondre, sinon, il n'est plus le chef de l'État. Si un chef de l'État, c'est notre chef de l'État à tous, quelle que soit vos positions, quand il vous invite, vous avez l'obligation de répondre. Mais qui, lui, juridiquement, c'est automatiquement ouvert, qui est automatiquement ouvert à ce que vous puissiez donner votre vision des choses, vous pouvez donner votre position, votre point de vue pour qu'on le considère. Vous n'avez pas droit à répondre à distance que vous ne pouvez pas répondre au chef de l'État. Sinon, ça ne marche pas, ça devient l'entorse. Le chef de l'État qui est là, vous devez répondre, venez donner votre position, ça ne sert à rien d'aller crier dans la rue, comme François l'a dit. On a ramené le débat au palais. Et le palais est ouvert.
Et tout le monde peut venir au palais et poser son problème pourvu que nous puissions aller aux élections d'une manière apaisée. Cette petite question, à vous de répondre rapidement. Oui. Est-ce que le dialogue peut avoir lieu sans l'UNC, le MLC et autres petits partis de l'opposition? Quand vous acceptez de ne pas venir au dialogue, alors bouclez votre bouche. Ne parlez plus. Avec ou sans eux, il y aura dialogue? Il y aura dialogue, puisque ni l'UNC ni quoi, ça ne constitue pas la classe congolaise. Hein. C'est juste une Il ne faut pas partie de la négliger, classe. ils ont eu quand même 7% aux élections Oui, au niveau alors, national. Hein? ils ont la liberté de venir exprimer leur point de vue. Et personne ne les a rejetés, personne ne les a négligés. Ah, d'accord. Mais venez exprimer votre point de vue. On rentre toujours dans le vif de ce sujet. Quand la communauté internationale, honorable Zekouye, épingle les 3 obstacles, le budget, le calendrier, le fichier électoral, concrètement, point par point, ça veut dire quoi? Qu'à la CENI, en demandant 1 milliard, plus d'1 milliard de dollars américains, la RDC sûrement n'a pas ses moyens, donc c'est déjà un blocage. Oui, je crois que la communauté internationale a épinglé des questions fondamentales, mais la communauté internationale veut se piéger elle-même. Je m'explique. Quand la communauté internationale vous dit de revenir sur les fichiers électoraux, ça voudra dire, tenant compte de la loi électorale que nous avons votée, qu'il faut organiser un recensement préalable au fichier électoral. Parce que nous avons consigné dans la loi que l'actualisation du fichier électoral sera faite sur base de l'actualisation des données démographiques. Et donc, cela veut dire demander ce qui a été rejeté à corps et à cri pour lesquels certaines personnes ont versé des R100 au mois de janvier. Les recensements. Les recensements. De deux, changer de calendrier. Ça veut dire que la communauté internationale s'est contredit. Vous vous rappelez très bien que dans la résolution 2211 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de sécurité se félicite du fait que la RDC a publié un calendrier global. Et donc, dire qu'on va changer... global, est-ce que c'était inclusif avec l'accord, l'assentiment de tous les composants? C'est dit, c'est là. J'ai l'accord ici avec moi, la résolution plutôt. C'est clairement dit, je vous lirai au moment opportun si vous le voulez, vous remettrez le document. Ils disent noir sur blanc, ils félicitent la République démocratique du Congo d'avoir publié un calendrier global et inclusif. Donc, ça veut dire quoi? Et à la suite, l'opposition, ils ont failli faire des marches dans ces pays pour dire on attend le calendrier global et inclusif. Donc, inclusif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il inclut la participation de tout le monde. On n'exclut personne à participer aux élections. Et donc, le calendrier global veut dire quoi? Que toutes les élections prévues par la Constitution et loi de la République doivent être organisées. Est-ce qu'il fallait? Et donc, je reviens à cela. Ça, c'est les préoccupations de Martin Kobler et les autres, l'Union européenne. Je les ai suivis autant que vous à la télévision. Ça, c'est vrai. Quand ils parlent de problèmes budgétaires, encore une fois, la communauté internationale se contredit. Parce que la communauté internationale avait conditionné sa participation par la publication du calendrier global. Et donc, la communauté nationale qui se dit soucieuse, mieux que les Congolais, à l'organisation des élections, nous dit non, non, il y a un problème de budget. Mais vous nous avez promis de l'argent pour vous soutenir les élections une fois le calendrier global obtenu. Nous vous l'avons donné. Et de quoi vous plaignez-vous encore du point de vue budgétaire? Et c'est là que j'ai dit, à la suite de la communauté nationale, ce que Jolino vient de nous dire ici, on ne veut pas que les jeunes votent. Bon Dieu, les élections que nous allons avoir jusqu'au niveau des gouverneurs, c'est l'arriéré des élections de 2011. On a fait l'enrôlement et on est dans le processus. N'était les retards, on aurait vidé cette question. Les jeunes dont vous parlez auraient pu voter en 2012 et il n'y aurait pas de ce problème. Encore que ces jeunes-là, il ne faut jamais mentir, ils vont voter pour les élections présidentielles législatives parce qu'il y aura un enrôlement prévu en 2016. Ce n'est donc pas de l'excision. Mais allez dans votre chemin. Par cette demande, vous devez dire quoi? Qu'on organise encore une fois l'enrôlement des électeurs. L'enrôlement des électeurs qui demandent de l'argent, qui demandent du temps. Et donc, j'ai l'impression que c'est la communauté internationale et l'opposition qui veut des glissements. Parce que toutes les démarches qu'ils demandent exigent du temps et des moyens. Et ça bloque le processus, en fait. Ce que j'ai dit. Donc, s'ils veulent que tout cela soit accompli, donnons les moyens et le temps à cela. Donc, on a l'impression que les gens demandent une chose et son contraire. Et je comprends qu'il y a des opposants qui seraient malignement intéressés par les glissements.
Parce que les glissements profitent à tous ceux qui sont dans les institutions, en d'autres termes. Aujourd'hui, vous ne me direz pas que les sénateurs verraient d'un mauvais œil qu'ils puissent avoir une année de plus au pouvoir. Ou les députés provinciaux, dont l'un des représentants est en face de moi, verraient des mauvais œils qu'ils continuent à percevoir les émoluments qu'ils continuent à percevoir 3 ans après la fin de leur mandat. Et donc, les gens vous disent à haute voix des choses, mais en sourdine ou au fond d'eux-mêmes, on sent qu'ils ont d'autres préoccupations. Ça d'accord, il va vous répondre tout à l'heure. J'ai dit qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. Ce dialogue que la communauté internationale et l'opposition a appelé de tout son vœu, et dialogue auquel les chefs d'État s'apprêtent à répondre, parce que jusque-là, il n'a pas pris la décision. Il vous consulte, il nous consulte tous pour avoir notre opinion, pour qu'on arrive effectivement à un consensus. Ce consensus ne veut pas dire nécessairement un glissement. Ça veut dire tout simplement, comme l'a dit mon collègue, que nous allons de manière accordée, consensuelle aux élections pour éviter des contestations inutiles. Qu'on ne dise pas, nous ne participons pas aux élections parce qu'on n'a pas voulu commencer par les élections présidentielles à la place des députations provinciales. Ou que nous, la majorité, qui pensons que les élections locales avec le peuple sont des élections fondamentales, pourquoi, bon Dieu, l'opposition va faire la dictature pour nous imposer un calendrier qui ne va pas nécessairement dans le même sens que ce que le peuple veut, peuple qui nous appartient à nous tous, et en premier à la majorité, qui a eu la majorité des voix de la population. Et donc nous sommes d'abord, nous, les dignes représentants du peuple congolais, avant l'opposition qui est minoritairement représentant du peuple congolais. Donc nous estimons que ce dialogue, s'il doit avoir lieu, il doit être très bien encadré pour éviter qu'il y ait des dérapages, pour éviter qu'effectivement il y ait des glissements voulus par une grande frange de la classe politique qui ne les dit pas généralement, mais que nous ne voulons pas parce que nous sommes prêts à aller aux élections à tous les niveaux et à les gagner. D'accord, honorable François Nzekouye. On revient à vous, à David Jolino, à Makelele. Il faut répondre à cette question. C'est vous qui serez les freins. Au même moment demandeur, en même temps, vous freinez, vous et la communauté internationale, parce qu'il faut les recensements, s'il faut que les jeunes votent. Non, cette approche-là, elle est pernicieuse en termes d'argumentation. Elle est pernicieuse. Je vais vous en faire la démonstration. D'abord, commençons par dire que la communauté internationale, maintenant, quelle humiliation pour notre pays. Il n'y a pas plus d'une année, on a rabroué les diplomates dans ce pays. On les a reçus, on les a rabroués comme des petits animaux. Rabroué ou quand même on les a rappelés à l'ordre? Excusez-moi. Ce qui est normal. Ça, c'est mon vocabulaire, excusez-moi. D'accord. On les a rabroués. Et il y a eu des envolées lyriques d'un ministre que vous connaissez très bien sur la souveraineté. Vous évitez de dire porte-parole. Et voilà maintenant que par la grande porte, ces gens-là, ils sont en train de boire du petit lait. Si ce n'était pas des choses sérieuses, j'allais dire, ils sont en train de boire du petit lait. Leur revanche, elle est glaciale. Ils sont là, ils se disent, ah, enfin, on a besoin de nous. Enfin, on veut quand même qu'on dise quelque chose à la population. Mais c'est humiliant pour notre pays. Ça pose un problème de leadership terrible. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on nous dit la communauté internationale, tout ce qu'elle fait comme approche, mais on dit, quand vous leur confiez une mission, nous avons tous suivi ce que les diplomates ont dit. Le président leur a demandé de voir dans quelle mesure ils peuvent servir de bons offices. Écoutez, ça, en d'autres termes, c'est ce que l'opposition a demandé depuis des lustres et qui n'ont jamais réussi à faire. Et qui ne veulent faire maintenant que parce qu'ils sont en difficulté, ils savent que les élections, notamment présidentielles, approchent à grands pas et que les raisons pour lesquelles il faudrait éventuellement empêcher la tenue de ces élections risquent de ne pas être claires. Vous pensez qu'ils ont la crainte de ne pas gagner ces élections? Mais c'est seulement ça, je vous le dis. Je vais vous illustrer cela par deux exemples. Lorsqu'on dit la communauté internationale veut une chose et son contraire, parce qu'en demandant les calendriers, en même temps sollicitant le recensement, mais ce n'est pas le recensement qu'on veut, c'est l'enrôlement de tous les Congolais, y compris les jeunes qui ont 18 ans. Et ça, on met les choses à plat, et ça ne prendra pas 6 mois. Et nous avons dit, les élections locales, vous ne savez pas les organiser, chers honorables. Vous avez vu la loi qu'on vous a amenée par Bochab à l'Assemblée?
vous ne l'avez même pas examiné, ou alors à peine. Non, attendez, excusez-moi. Nous avons voté la loi. C'est nous les propriétaires de la loi à ce jour. On nous a présenté une loi à l'Assemblée nationale, nous en avons débattu et nous l'avons votée. Et vous nous injuriez en disant que nous ne l'avons pas lu. Non, excusez-moi. Chers collègues. Excusez-moi. Vous pouvez retirer au moins ce propos. Je retire ces propos. Merci. Pour commencer, je parle de du dernier, en fait, ce n'est pas la loi, c'est le projet de loi relatif à la répartition des sièges. Je crois que c'est clair maintenant. Votre avis là-dessus, je crois qu'il ne différait pas du mien. C'est-à-dire, c'est un projet bâclé où on trouve un peu de tout. Je ne vais pas entrer dans les saucissonnages, dans les détails ici, ça va faire rire tout le monde. D'accord. Mais donc, ce qu'on demande, ce n'est pas le recensement tel que vous l'aviez voulu en son temps. Nous voulons seulement reprendre pour que l'élection ne soit pas entachée d'inconstitutionnalité, le vote, pardon, comprenne tout le monde, en particulier les jeunes qui ont 18 ans. Et on ne comprend pas par quel mécanisme une loi peut rétroagir et impacter la Constitution. On ne comprend pas. Et ce, d'autant plus que vous avez fait, j'allais presque dire, du bricolage. Vous nous parlez d'une loi, de dispositions qui devaient être appliquées à l'occasion des élections qui auraient dû se tenir en 2011. Mais quand vous changez la caution, c'est la caution qui était en vigueur en 2011 que vous allez faire payer aux gens aujourd'hui? Non. Écoutez, soyons sérieux. Non. En ce qui concerne la publication du calendrier proprement dit et le budget, la communauté internationale, je pense, je ne vais pas me faire l'avocat de la communauté internationale, au risque de m'attirer les foudres de certains d'entre notamment du... Même cadre de l'opposition aussi. Mais non, je dis ceci, c'est pas possible, parce que quand on dit la communauté internationale attire l'attention sur quoi? Sur la contrainte du budget. La contrainte du budget. Mais je répète ici, pour nos téléspectateurs, le budget, ce n'est pas le dialogue qui produit l'argent. Ce n'est pas le dialogue. Mais ensemble, vous pouvez c'est la production du pays qui est gérée par le gouvernement. Et si le gouvernement est incapable, il viendra, il le dira à la CENI, et le monde entier saura que c'est ce gouvernement qui n'a pas pu prévoir ces élections depuis 2011, qui nous encense avec les chiffres mirobolants de croissance ou de je ne sais quoi, d'inflation, mais qui en réalité n'a pas de budget. Et la Cour des comptes l'a démontré, tant pour l'exercice 2012 que pour l'exercice 2013 et bientôt 2014, ce gouvernement, lorsqu'il projette des budgets de 8 milliards et demi ou de 9 milliards, il n'arrive à réaliser que 4 milliards et demi. Ce ne sont pas mes collègues députés nationaux qui vont me contredire, parce que c'est l'autorité appelée à arrêter les comptes de l'État. Donc ce gouvernement n'a pas l'argent. Et si vous voulez des illustrations, quand Matata Pogno dit que le gouvernement, les ministres ne peuvent plus faire des dépenses autres que les dépenses essentielles de fonctionnement, le tout devant revenir à sa décision, et il justifie ça comment? Les rentrées sont mauvaises. Et tout est là. Ils n'ont pas bien géré ils ont géré comme la cigale, et maintenant que le temps est venu, et comme ils avaient cru que l'opposition serait anéantie, ils n'auraient aucune résistance pour passer, cheminer et glisser, et maintenant ils se trouvent bloqués. Donc quand vous voyez tout cela, plus le découpage territorial dont le gouverneur Paluku avait dit en son temps qu'il était un véritable... la mise en place et l'installation des STD est un danger qui peut provoquer un arrêt cardiaque. Alors, ça c'est le gouverneur Paluku qui avait dit ça in tempore non suspecto. Alors, quand vous voyez tout cela, vous dites, la communauté internationale perçoit les choses. Nous avons fait une proposition, une contre-proposition plus exactement. Nous avons dit, ces élections locales, mettons-le parce qu'elles sont compliquées, dans la mesure où s'imbrique également le problème de découpage. Prenons-le, nous allons les organiser. Mais puisque ça va coûter de l'argent, puisque la mise en place du découpage territorial va impacter ces élections, mettons-le après 2016. Comme ça, nous resterons pour cette année avec les élections provinciales, ou si la CENI nous dit encore que le gouvernement n'arrive toujours pas à trouver l'argent pour les provinciales non plus, eh bien cet argent, c'est les élections provinciales. Je vous la pose, c'est à vous. Est-ce que juridiquement, c'est la CENI qui a ce pouvoir de se dire, voici les contraintes sur table, je réaménage ce calendrier? Ce n'est pas à l'issue de ce que vous, acteurs politiques, vous devez dialoguer et puis vous trouvez un consensus ensemble. C'est pour ça qu'on vous appelle au dialogue, peut-être. Ces prérogatives-là, le texte, mes collègues ne me démentiront pas, ce sont les prérogatives de la CENI. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas même pas l'Assemblée, le Parlement, c'est
la CENI à qui on a donné ces missions-là, mon frère. C'est à la CENI. Et si la CENI trouve qu'il y a des contraintes, la CENI a listé les contraintes. C'était une patate chaude. On lui a dit, et les gens sont morts, publiez vite le calendrier électoral, parce que nous, on n'en peut plus. La CENI a publié, me dit, moi, je ne veux pas non plus, je vous jette ça, mais voici les contraintes afin que nul n'en ignore. Et maintenant, les gens sont coincés. Autant dire que les gens se demandaient pourquoi la CENI a listé ces contraintes. Non, la CENI n'est pas bête. Elle a dit, voilà, à chacun ses responsabilités. Bref, quand on voit cela, on nous dit l'argent à la communauté internationale. Non, la communauté internationale a dit, je vais apporter ma contribution pour les élections qui sont prévues aux échéances constitutionnelles, c'est-à-dire l'élection présidentielle et législative. Pour ce qui est des élections locales, ça relève de la souveraineté. Si un pays ne sait même pas organiser ses élections nationales, c'est à croire que c'est un pays qui est géré d'une certaine façon. Suivez mon regard. Et donc, quand vous êtes dans cette logique-là, vous comprenez maintenant que ce que M. Crispin, l'honorable Crispin vient de dire, que s'il y a un consensus pour aboutir éventuellement à un gouvernement d'union nationale, mais nous n'allons pas manger de ce pain-là, nous à l'UNC ni de l'opposition. Nous vous voyons venir. C'est pour ça qu'on ne veut pas de ça. Nous demandons au chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, d'assurer le bon fonctionnement des institutions. La CENI faisant son travail, s'il y a des problèmes, que Matata Pogno dise à la CENI, voilà, moi, c'est sur 1,4 milliard, je ne peux vous donner que 100 millions ou 200 millions, je ne sais pas. Alors la CENI en tirera les conséquences. Et s'il y a débat dans ce sens, c'est la CENI qui, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, et qui fera venir, comme elle a déjà commencé à le faire. D'ailleurs, on a eu M. Malou Malou en vidéoconférence avec les représentants de l'opposition et de la majorité. On a demandé aux amis de la majorité d'apporter également leurs contre-propositions ou éventuelles à la CENI. Ça, c'est la CENI qui l'a demandé. Et puis, s'il y a des problèmes, au lieu d'aller déranger les chefs de l'État, mais vous avez un cadre, vous avez le code de bonne conduite pour ce qui est des contestations. Et vous avez la CIME, la CIME, qui est là. Écoutez, ne prenez pas les Congolais pour des gens qui ne connaissent pas les textes. Nous connaissons les textes, nous savons, mais nous disons, c'est trop tard. Les gens nous posent la question, mais vous étiez hier pour le dialogue. Ah oui, la politique, elle est aussi dynamique et c'est l'art de saisir les opportunités. Quand nous demandions cela... C'est maintenant à votre avantage. Non, c'est-à-dire que, parce qu'ils pensent que ce serait à leur avantage qu'ils veulent faire ça. Et d'ailleurs, ils ne le font pas. S'il y avait des doutes là-dessus, Lambert Mende a cloué le bec à tous ceux qui pouvaient penser à l'intervention de la communauté internationale d'une manière ou d'une autre. Il n'y en aura pas. Et je le dis aux rares députés, aux rares membres de l'opposition qui sont allés au dialogue, qui pensaient pouvoir infléchir le président de la République, et en disant que le président va donner cette mission finalement au secrétaire, à la communauté internationale, notamment M. Robert. Il ne le fera pas parce que cette majorité sait très bien que si on devait suivre cette communauté, et puis nous avons besoin un jour, pourquoi tout cela, le doute? Mais pourquoi le président de la République? On va me dire qu'il n'est pas obligé. Mais voilà une occasion, s'il sent le doute, voilà une occasion de dire nous allons dialoguer. Mais je vous rassure, peuple congolais, il n'y aura pas de glissement. Le 27 novembre, il y aura bel et bien une élection présidentielle. Et le 20 décembre, il y aura passation de pouvoir entre moi et mon successeur, qui qu'il soit, de l'opposition ou de la majorité. Ah, voilà. Pourquoi il ne le dirait pas pour apaiser la situation? D'accord, il faut vous répondre et on conclut l'émission. Et ce n'est pas ça le but final de ces consultations qui pourront aboutir au dialogue. Et le dialogue peut-être à quoi? Merci beaucoup, Mathieu. Vous savez, j'ai bien suivi l'honorable Jolino. On conclut rapidement. Mais tout ce qu'il est en train de parler, il ne faut pas le parler sur le plateau de télévision. Ah, il faut aller le dire là-bas. Et il faut aller en face. Il faut en parler devant tout le monde, parce que vous êtes Congolais au même titre que tout le monde. Donnez votre point de vue, les autres vont réagir, et de ce dialogue, on fera sortir une position ça c'est bien dit. Et qui va donner la paix à Honorable Jolino, dites à votre président, vous le dites ici à la télé, pourquoi ne pas aller le dire? Ici à la télé, il n'y aura pas de réaction. Nous l'avons dit, et mieux, nous avons écrit. Nous avons écrit. Venez là-bas. Pour tout ce qui touche au calendrier, aux élections, tout ce qui touche aux élections, nous avons donné à l'institution compétente. Nous sommes des républicains, nous respectons la Constitution. Et pour le reste, que le président de la République trouve. Le président de la République, il est, j'allais presque dire, l'institution gouvernement, c'est à la fois lui
et Matata Ponyo Vous et son avez arraché ma gouvernement. parole, Donc, puisque c'est moi qui- c'est le seul domaine qui lui reste, si je dis, pour ce dialogue. Ce qu'on va Sortir demander, l'argent. c'est Et quoi? c'est tout. Ça ne sert à rien D'accord. de se rebuffer pour contester demain. Ça ne sert à rien. Parce que vous allez tricher? Non, le cadre est là. Le cadre est là. Vous venez, vous donnez votre position et tout le monde va apprécier votre position. Et de là, nous ferons sortir une position commune Ah, qui ça. va produire l'intérêt de tout le monde. Et de vous, et de nous, et de toute la Qui va population. empiéter sur Et l'indépendance cela, des le institutions. chef de l'État est bien disposé à vous D'accord. écouter. Il est bien disposé à organiser ce forum national qui aboutira au bien-être de la population. Mais Ce que nous avec voulons, quelles c'est quoi? conséquences? Nous sommes en Quelles démocratie. conséquences? Nous ne voulons pas encore des contestations inutiles Il y a avec les gens qui confondent la foule et les électeurs. Si ce sont vos Puisque intentions, vous sortez dans la rue, si vous- les gens vous suivent et vous criez dès que vous avez été élu, Heureusement- puisque la foule était derrière vous. Heureusement- Non, Ça, ça nous d'accord. voulons voir. Heureusement que la parole foule- à tour de rôle. Heureusement que la foule vous a fait reculer. Hein. Et heureusement que la foule vous a fait reculer à l'occasion de la loi électorale. La foule vous a fait reculer. À tout le monde à venir. Ok. Et lorsqu'il y aura le dialogue, chacun donne sa position. Et Ça, nous d'accord. devons dire quand Nous même allons que l'alternance... Honorable Nzekouye, alors, Je crois que le dialogue, c'est la même question. le dialogue a toujours été une vertu partout au monde. Ah, voilà. Et même dans un couple, quand on ne dialogue pas, on finit par divorcer. Ça, c'est vrai. Et nous ne voulons pas une fraction entre les Congolais. Nous voulons que ces pays qui nous a été légués par nos ancêtres, nous les faisions avancer ensemble. Opposition, société civile et majorité. Et des consultations que le chef d'État a eues, se dégage un consensus général de l'opinion congolaise et de l'opinion internationale quant à sa pertinence. Ceux qui hésitent encore de venir rencontrer les pères de la nation, les chefs de l'État, qui sachent qu'il a toujours dit « ma main est toujours tendue ». Et les jours où vous serez disposé à les rencontrer, il vous recevra parce qu'il est le garant de la nation congolaise et il veut le bien du bateau Congo et de tous ses enfants opposants comme de la majorité. Et donc nous devons souligner que ces consultations, ni les dialogues, n'ont pas comme objectif ni de créer un glissement quelconque, ni de retarder le processus électoral. Les élections provinciales sont en cours. Je dis non, allez vous préparer aux élections provinciales parce que votre mandat est fini et on ne va pas vous donner une année de plus. Et c'est ce qu'on Que fait. les sénateurs sachent qu'ils vont partir. Il y a de nouveaux sénateurs qui vont venir en sachant que le taux de réélection est généralement de 20%. Avec Beaucoup les- d'entre vous allez doivent organiser aller l'argent. en chômage. Les élections avec quel Avant argent? de Vous rêver, n'avez pas l'argent. avant d'attendre que nous n'ont partions pas en d'argent. 2016, fin 2016, sachez que l'argent pour organiser vos élections est disponible. Préparez-vous et nous aurons les élections pour les élections législatives et présidentielles. Ne rêvez pas qu'il manque d'argent par rapport à cela. Moi, je m'en tiens à ce que continuer dans le budget. à faire votre prolongation. sortir ça des qui vient comptes de durer parallèles. 3 ans, c'est presque plus de la moitié d'un mandat. Vous allez que nous sortir avons l'argent déjà des comptes terminé. parallèles, Et donc peut-être. nous vous Parce disons, que du budget, il n'y en a pas. chers collègues, préparez-nous, peuple congolais, soyez prêts à aller aux élections D'accord. provinciales au mois d'octobre, soyez prêts à aller au sénatorial au mois de mars ou février, je ne me rappelle pas, soyez prêts à élire les gouverneurs et soyez prêts en novembre 2016 à élire les députés nationaux et les présidents de la République. François Nzekouye, vous êtes député national, vous êtes du PPRD, donc de la majorité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez face à l'honorable député provincial David Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC, de l'opposition. Honorable, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et à vos côtés, Crispin Ngoyi, également député national de la majorité du parti RUDEC, élu de Mbujimaï. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir séché la plénière qui continue d'ailleurs à 16h. Très bonne continuation sur votre chaîne.